Allons parler de l'importance de l'incursion ukrainienne en territoire russe. Contexte difficile en ce moment, on vous en a parlé, avec des opérations meurtrières sur le sol ukrainien, frappe sur tout le territoire et également avancée importante des troupes de Moscou dans l'est du pays. L'incursion de Kiev sur le territoire du côté de Koursk. Cette semaine, Volodymyr Zelensky affirmait d'ailleurs que l'objectif était atteint. Alors quel objectif? Peut-être celui de garder ce territoire, ne pas le rendre, le défendre coûte que coûte et réussir à arriver jusqu'à la table de négociation avec Vladimir Poutine et peut-être d'avoir quelques cartes en main. Elles sont rares et elles sont importantes. Écoutons Volodymyr Zelensky. Nous n'avons pas besoin du territoire russe, mais nous le garderons. Ce que nous faisons fait partie de notre plan pour la victoire. Koursk fait partie d'une opération beaucoup plus large. Je présenterai bientôt notre plan au président Biden. Réaliser cette interview à NBC et de nouveau le président Biden. On l'a écouté tout à l'heure, le président Biden. Il ne donne pas beaucoup à l'Ukraine, en tout cas pas beaucoup d'autorisation. Et pourtant, les Ukrainiens vont presque à confesse du côté de Washington. Et il y a ce plan. Garder Koursk, échanger cette région. On sent que c'est le calcul de Zelensky depuis le début, c'est-à-dire reprendre l'initiative et en effet avoir ce gage territorial dans la perspective d'une éventuelle négociation et de pouvoir récupérer finalement certains territoires ukrainiens pris par les Russes en échange de cette zone aux alentours de Koursk. Bon, ça c'est le calcul, le pari de Zelensky. Le problème, c'est que pour le moment, ce pari ne semble pas véritablement gagnant parce que en fait, Vladimir Poutine ne réagit pas, ou très peu finalement, à ce qui se passe à Koursk. Il laisse faire, justement pour ne pas donner trop d'importance. Et ça aussi, c'est dans la perspective d'une négociation, pour ne pas donner trop d'importance à cette zone. On voit bien à quel point il se concentre sur le Donbass. C'est là où il a massé ses troupes, là où il fait l'effort important, et là où il continue à avancer. Ce qui est intéressant, là... C'est ce qu'il avait promis aux Russes, d'ailleurs. C'est ce qu'il avait promis, c'est ce qu'il veut faire. De toute manière, l'objectif de Poutine, c'est le Donbass dans les limites administratives, récupérer les deux oblasts. Comme il l'a dit depuis le début, bon, on voit que là, cet objectif, il commence à être plus atteignable. Alors, on voit que Zelensky, en effet, reparle de son plan pour la victoire. Pourquoi ? Parce que là, on va rentrer dans une séquence diplomatique extrêmement intéressante pour les Ukrainiens, c'est-à-dire Zelensky va se retrouver à New York, à l'Assemblée générale de l'ONU, et il compte bien justement présenter son fameux plan. Alors, il l'appelle le plan pour la victoire. En fait, c'est l'ébauche d'une négociation à Joe Biden. Il a même dit, je le présenterai à Joe Biden, à Kamala Harris et même à Donald Trump. Donc, en fait, l'idée, c'est d'essayer d'utiliser ce temps où tous les grands de ce monde vont être à New York pour essayer justement de faire avancer sa cause avec ce gage territorial de Koursk. Mais encore une fois, pour le moment, Poutine n'a pas l'air d'y attacher énormément d'importance. Christian Macarian, je parlais de jeu fragile, peu de cartes dans le jeu ukrainien, dans le jeu de Volodymyr Zelensky. Écoutez, Volodymyr Zelensky fait le job, il accomplit son travail, il doit toujours avoir un coup d'avance, toujours anticiper et ne jamais considérer que le point est atteint où les choses peuvent s'arrêter ou se calmer. Il faut tout le temps qu'il demande plus, il faut tout le temps qu'il fasse une proposition. Il poursuit, et depuis 2 ans, ça lui a plutôt profité. Donc, face au rouleau compresseur russe, qui est considérablement supérieur quantitativement, et parfois, par exemple, en termes d'artillerie, qualitativement. Mais il se produit quelque chose d'historiquement intéressant cette fois-ci. En vérité, Volodymyr Zelensky connaît très bien Joe Biden, il connaît très bien Donald Trump. Puisque lorsqu'il était président, Zelensky, Trump était président aussi. Donc, ils se sont parlé de président à président. Et nous savons même que Donald Trump a essayé de suggérer à M. Zelensky de donner certains éléments confondants au sujet du fils de Joe Biden pour compromettre Joe Biden. Et Zelensky a refusé. Donc nous savons quand même que ces hommes se connaissent et se pratiquent. Donc, est-ce que c'est-à-dire que, revenons quand même sur ce qui se passe à Koursk, est-ce que c'est-à-dire que les Américains seraient réceptifs à une solution négociée ? Parce que c'était un mot tabou en tout Ukraine. Cas, le temps est venu
de parler, et pas seulement si Trump se refuse à livrer davantage de matériel. On n'en est pas encore à son élection, hein, mais on est obligé de se projeter. Zelensky ne serait pas aussi démuni que ceux qu'on semble le dire. Je pense qu'il pourrait dialoguer avec lui. Est-ce que c'est un deal on parlera de Donald Trump dans un instant. Est-ce que c'est un deal qui est acceptable, entendable par le Kremlin, ou comme le disait Magali, pour le moment, c'est pas le problème de Poutine, cette incursion ukrainienne. Quand ça le deviendra, peut-être qu'il réagira différemment. Oui, je pense que c'est ça, mais dans l'esprit du Kremlin, en fait, le Kremlin reste persuadé depuis le début de cette guerre qu'il l'emportera à la fin parce qu'il a plus de ressources que les Ukrainiens, parce qu'il est beaucoup plus déterminé que les Occidentaux à soutenir l'Ukraine. Donc effectivement, Vladimir Poutine a toujours estimé qu'il avait le temps de gérer, que ce soit la bataille dans le Donbass, que ce soit l'incursion à Koursk. Le problème des Ukrainiens, c'est que dans tous les cas, ça se résoudra un jour par une négociation, cette histoire, quel que soit ce qui se passe sur le terrain. Et donc, effectivement, pour les Ukrainiens et pour les Occidentaux, en fait, l'objectif, c'est d'arriver avec le maximum d'avantages, de cartes, d'atouts, en fait, le jour de cette négociation. C'est-à-dire, pour les Ukrainiens, ne pas reproduire, par exemple, ce qui s'est passé pour les accords de Minsk, où ils sont arrivés alors que leur armée était, notamment Minsk 2, avait été détruite à Delbatsevo. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, si vous négociez en position de faiblesse avec le Kremlin, vous savez très bien qu'il va falloir céder le corridor entre la Crimée et la Russie, le Donbass, la Crimée, bien évidemment, même si... Enfin, voilà. Donc, tout, en fait, finalement, tout ce que le Kremlin aura conquis, et voire même plus encore. Donc effectivement, les Ukrainiens essaient de récupérer des atouts un peu à gauche à droite, donc ça passe par un soutien bien évidemment occidental à long terme, ça passe par des conquêtes territoriales, même si effectivement on peut discuter de la valeur stratégique de village à Koursk versus le Donbass, mais voilà, l'idée c'est de grappiller un maximum de cartes et d'atouts pour les Ukrainiens, en prévision un jour d'une négociation qui arrivera plus ou moins vite en fonction des résultats de l'élection américaine. Tactiquement, on voit, regardez cette petite pastille verte, voilà le territoire conquis par les Ukrainiens, le territoire russe. Est-ce que les Ukrainiens, qui sont très malmenés dans l'est du pays, avec une offensive massive des troupes de Moscou, peuvent tout simplement tenir ce bout de territoire? Alors, tout dépend finalement de l'effort de guerre aussi que les Russes vont mettre pour essayer de le reprendre. Il est probable quand même que les Ukrainiens, en tout cas c'est ce qui semble remonter du terrain, c'est que les Ukrainiens commencent à faire un petit peu ce qu'ils ont fait dans le Donbass, c'est-à-dire commencer à construire une ligne de défense avec probablement pour objectif de la tenir tout en ressortant une partie des troupes pour les renvoyer ailleurs, pour faire un peu le pompier. Mais effectivement, si les Russes n'y mettent pas non plus un effort exceptionnel, il faudra voir aussi, est-ce que les Russes sont prêts à raser tous les villages de l'oblast de Koursk pour essayer de les reprendre, ou au contraire, est-ce qu'ils vont laisser pourrir la situation? Finalement, il est possible que cette situation dure pas mal de temps, parce que les Russes n'ont pas non plus des ressources illimitées et sont visiblement, comme ça a été dit tout à l'heure, pas prêts à faire tout ce qu'il faut pour le reprendre. Donc on pourrait tout à fait avoir une situation, effectivement, où une partie de cette zone reste sous domination ukrainienne, même si, effectivement, sa valeur stratégique est discutable. Est-ce que Poutine va laisser encore longtemps une partie de son territoire aux mains des Ukrainiens? Ça commence à faire tâche, ça se sait. Non, vous dites non? Pas forcément pour lui, pas forcément. Pourquoi? Ce qu'en pense Magali. C'est intéressant, pourquoi? Je vous laisse répondre. Commencez, Christian. Écoutez, pour l'instant, ça n'a pas changé le cours de la guerre. Ça n'a pas été le tournant qui a été annoncé imprudemment par certains. Il n'y a pas de tournant de Koursk. Il y a même, au contraire, comme j'ai essayé de le démontrer tout à l'heure, une augmentation du degré d'offensive des Russes sur le sol ukrainien. Donc, quelle est la valeur de cette percée? Ce qu'a dit d'ailleurs, vous avez raison, parce que c'est ce qu'a dit hier, je crois, ou avant-hier, je crois que c'est hier d'ailleurs, Volodymyr Zelensky, non, Vladimir Poutine, en disant on va se venger. Enfin, voilà, ils vont payer, en tout cas. Voilà. Alors, on attendait Poutine dans la récupération de son territoire russe, n'est-ce pas, autour de Belgorod. Il ne l'a pas fait. Ce n'est pas la première fois qu'il nous surprend, mais Zelensky aussi a su nous surprendre, ne serait-ce que par le degré de résilience des Ukrainiens. Mais je doute fort que cette petite tache verte qu'on voyait tout à l'heure sur la carte soit décisive en termes de négociation aussi. Alors, quand vous regardez cette carte, si on peut la... Voilà. Elle induit d'elle-même un peu la solution
que M. Trump doit concocter dans sa tête avec ses proches conseillers. On va y revenir dans un instant, parce que on va y revenir. Depuis que vous nous parlez de Trump, j'ai l'impression que vous avez des infos au-delà de celles que l'on a. Quand même d'un mot, Magali, sur la faisabilité. On pourrait dire que c'est le caillou dans la chaussure de Poutine, mais visiblement non. Non, mais si, il est certain que de voir une partie, même une toute petite partie de son territoire... Un Ukrainien sur le sol russe, quand même. Il est certain que c'est quand même un camouflet pour l'armée russe qui n'a pas réussi à stopper ces Ukrainiens. Après, on voit bien le peu d'empressement qu'il met à essayer de reprendre ce territoire. Donc ça montre bien qu'il n'y attache pas non plus une importance stratégique majeure. Koursk reste quand même un atout pour répondre à la question dans les mains de Zelensky, pas tant pour ce que ça représente territorialement, mais parce que, en fait, ce qu'a cherché à faire Zelensky, c'est de montrer qu'il y avait une dynamique, que l'armée ukrainienne pouvait reprendre finalement une dynamique, qu'on n'était pas... On est depuis maintenant plus d'un an dans une espèce de guerre de position. On voit bien à quel point les Ukrainiens souffrent parce que, en effet, ils n'ont pas les mêmes moyens et que finalement, même s'ils tiennent, ils finissent par lâcher à Bakhmout, voilà. Et donc là, c'était important aussi de montrer, rien que pour le moral des troupes, le moral des civils ukrainiens, que l'armée ukrainienne pouvait faire quelque chose. Et puis, dans la perspective aussi d'aller quémander, réclamer le soutien des Occidentaux, de montrer qu'ils peuvent être à l'initiative, ils peuvent encore inventer de nouvelles choses. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que, voilà, même si... ils ne sont pas totalement sous perfusion. Voilà, militaire, c'est pas forcément une grande réussite, mais quand même montrer que la dynamique, elle peut être aussi du côté ukrainien. C'est la principale vertu pour les Ukrainiens de la percée de Koursk, c'est qu'elle les a redynamisés et recrédibilisés aux yeux des Occidentaux, pourvoyeurs d'armes et de soutien financier. Oui, parce qu'on a appris en début de semaine, je crois, que les Ukrainiens avaient retiré du dispositif pour aller sur Koursk les milices russes anti-Poutine qui, jusqu'à présent, avaient réalisé ces incursions en disant, voilà, c'est nous... Oui. C'est l'Ukraine avec des soldats ukrainiens. Ulrich. Oui, non, mais complètement, effectivement. Et pour éviter toute ambiguïté, effectivement, c'est ces troupes qui, d'ailleurs, des fois font un peu débat en fonction de leur idéologie, etc. Ces troupes-là ont été complètement mises sur le côté et plus globalement, le GOUR, en fait, ukrainien qui pilote ces unités a été mis de côté. Et effectivement, c'est une initiative de l'armée ukrainienne en propre, effectivement, pour montrer tout ce qui a été dit, recrédibiliser vis-à-vis de l'Occident et la capacité à reprendre l'initiative. Ce que ça illustre aussi quand même, c'est, enfin, on parlait de ressources et d'hommes, enfin, ça illustre quand même aussi les limites de l'armée russe, en fait. L'incapacité, finalement, des Russes, au-delà des discours de propagande sur il y a des dizaines de milliers de personnes qui s'engagent, il n'en demeure pas moins vrai que les Russes sont obligés d'envoyer des conscrits en deuxième et troisième ligne pour faire le job et tenir les chaînes logistiques, etc. Donc l'armée russe a ses propres limites et l'absence de réponse de Vladimir Poutine, en tout cas la réponse limitée, elle est effectivement liée au fait que pour lui c'est pas aussi stratégique que le Donbass, mais elle est aussi liée à une réalité de l'armée russe qui est que l'armée russe peut pas être sur tous les fronts, en fait.